Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, alors le feuilleton continue. Le Monde, les comptes offshore des proches de Marine Le Pen. Le Canard enchaîné, évasion fiscale, Balkany se défend. C'est la faute de ma femme, elle a confondu Paname et Panama. Et puis il y a le dessin de Villemain, en une de Charlie Hebdo. Les bourgeois à collier de perles, les gros fumeurs de cigares, manifestant contre le terrorisme fiscal avec des panneaux. Je suis Panama, même pas peur, ils ne changeront pas nos modes de vie. Je dis chapeau, belle une. Pendant ce temps, Libération évoque les concessions du gouvernement à la jeunesse pour faire passer la loi travail. Opération déminage. Et l'opinion pose la question, faut-il payer pour réformer ? On va donc au Panama pour commencer. Oui, mais au deuxième jour, certains semblent déjà blasés, un peu lassés par ce principe du feuilletonnage. Ces révélations à suspense, résume Florence Chédotal dans La Montagne, tiennent en haleine notre voyeurisme, nous scandalisent raisonnablement, mais ne nous étonnent pas plus que ça. Mais dans le Canard enchaîné, on s'amuse surtout de voir la France réinscrire en vitesse le Panama sur la liste des paradis fiscaux. En 2011, il était déjà sorti de la liste noire et c'est au mois de février que le groupe d'action financière, un organisme intergouvernemental de l'OCDE, l'avait sorti de la liste grise. Alors comme l'explique le Canard, le site du Quai d'Orsay à la rubrique « La France et le Panama » nous donne la clé de cette mansuétude. 20 grands groupes français sont implantés dans le pays avec une forte accélération ces dernières années. Et la filiale luxembourgeoise de la Société Générale qui œuvre au Panama pour le rayonnement de la France bancaire ? Vouloir faire croire, comme le secrétaire d'État au budget, que son administration a découvert à la lecture du Monde les exploits des sociétés françaises, nous dit le Canard, relève de la plaisanterie. Un référendum aux Pays-Bas. Oui, ça vous avait sans doute échappé, parce Totalement. qu'en fait, ça avait totalement échappé à la presse jusqu'à présent. Il y a un référendum aux Pays-Bas. Un référendum sur l'accord européen avec l'Ukraine. C'est le Figaro et le Monde qui en font état et qui nous expliquent que les souverainistes de tous bords veulent alerter sur ce qui ressemble aux prémices d'une adhésion de l'Ukraine à l'UE. Un risque, selon eux, de relancer le climat de nouvelle guerre froide. Alors c'est dans ce contexte que le magazine Causeur consacre son numéro à l'Europe. Avec un sondage, 53% des Français sont opposés au maintien dans l'espace Schengen. Mais on y découvre surtout le portrait d'une jeunesse qui ne ressemble ni à ces aînés europtimistes cravatés, ni aux altermondialistes akéfiés. Ils sont à Sciences Po ou à l'EHESS et ils expriment sans complexe leur amour de la nation, leur rejet d'une Europe devenue antisociale. Alors il y a Léni, jeune communiste nostalgique d'un PCF qui dans les années 70 appelait à produire français. Il y a le jeune président de la section PS à Normal Sup, Simon Oliven, qui cite Dupont-Aignan ou Mélenchon et sa formule sur les gens qui s'opposent au déménagement du monde. Le choc des générations, mais à l'envers. Il y a un sujet qui ne retombe pas, c'est celui autour de la mode islamique, entre guillemets. Oui, la polémique n'en finit pas. Mais Libération lui donne un tour nouveau à travers une tribune de la députée Europe Écologie Les Verts, Esther Benbassa, qui nous explique carrément que le voile n'est finalement pas plus aliénant que la mini-jupe, ce symbole du modèle de séduction capitaliste imposé par les hommes. Ben oui. Bon, heureusement, juste à côté, il y a un texte tout en nuances de Martine Storti qui invite à se mettre tout simplement du côté de celles qui n'ont pas le choix. Oui, parce qu'on choisit de mettre la mini-jupe, mais on ne choisit pas toujours de se voiler. Exactement. Porter ici, dit-elle, le voile peut signifier pour d'autres femmes là-bas une caution à ce qu'elles refusent. Cet enfermement qui est un enfermement dans le sexe, une négation de la personne, un interdit de liberté. Elle note surtout que c'est bien le capitalisme qui récupère la mode islamique pour faire de l'argent. Pendant ce temps, le Figaro nous explique en une que les écoles musulmanes inquiètent le gouvernement. En France, ouvrir une école hors contrat est plus facile que d'ouvrir un débit de boisson, note le journal. Une stratégie d'entrisme, un projet sur 20 ans, prévient un ancien frère musulman repenti, avec la bénédiction donc de certaines féministes. Et vous nous envoyez un peu de rêve grâce à Laurence d'Arabie. Mais oui, le magazine Citizen K retrace l'épopée du légendaire symbole de la révolte arabe. Alors il faut absolument lire ce récit pour comprendre notamment ce que fut l'histoire du Moyen-Orient. Churchill expliquant qu'il a créé la Jordanie avec un crayon un après-midi au Caire. Donc cette somme d'aveuglement et d'intérêts divers qui aboutissent aux catastrophes d'aujourd'hui. Et parmi les catastrophes, il y a les disparitions d'espèces au pluriel. Oui, écoutez ceci. Précédant l'hirondelle, précédant la jonquille et peu après le perce-neige, le crapaud ordinaire salue l'arrivée du printemps à sa manière. Alors qui est l'auteur de cet hymne à un animal qui, dit-il, contrairement à l'alouette et à la prime vert, a rarement reçu la faveur des poètes ?
George Orwell, l'auteur de 1984. Oui, ce sont les pages Sciences et médecine du Monde qui nous alertent sur la disparition des amphibiens, crapauds, grenouilles, etc., particulièrement sensibles à la pollution, et qui citent cet éloge du crapaud ordinaire et à travers lui cet amour de la nature d'un auteur qui appuyait son socialisme sur la méfiance envers le progrès technique aliénant, destructeur de la beauté du monde et de la vie simple des gens. On termine avec le top 3 du melon ou... C'est très bien résumé parce qu'il y en a d'autres qui sont persuadés d'avoir sauvé la nature, entre autres, et qui se disent que finalement, ça vaut bien un prix Nobel de la paix. Le Parisien consacre un article assez surréaliste à 3 de nos grands hommes qui ont le point commun de se voir finalement couronnés par le comité d'Oslo. Alors Laurent Fabius, Jean-Louis Borloo et Philippe Douste-Blazy. Oui, la COP21, l'électricité pour l'Afrique et les médicaments pour les pays pauvres. Très noble cause. Mais du coup, ils se disent qu'ils le valent bien. Leur entourage d'ailleurs laisse entendre l'air de rien que leur nom circulerait. On sent qu'il y a une petite campagne. Oui, mais eux évidemment ne disent pas un mot. Mais Laurent Fabius, d'après tout de même un de ses proches, aurait même de solides réseaux qui pourraient suggérer à Sean Penn et Leonardo DiCaprio d'envoyer une petite lettre au comité Nobel. Comme quoi, quand on a renoncé à l'Élysée, quand on a été forcé de faire une croix dessus, on n'a pas pour autant atteint la sagesse. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1, elle n'est pas sage du tout. En même temps, quand on voit ce que Barack Obama a fait de son prix Nobel de la paix... C'est-à-dire qu'on lui a donné avant qu'il ait fait quoi que ce soit. C'est un peu démonétisé quand même tout ça. Moi je vais proposer votre nom pour le Nobel de la paix. Merci, pourquoi pas. Vous voulez pas Légion d'honneur, vous, de toute façon, ça vous intéresse pas? Non. Bon, ça sera le prix Nobel de la paix. On la donne à 2-3 personnes qui ne forcément ne la méritent pas.